Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Manifestation des fonctionnaires d'État ce matin à Papeete. Ils se sont mobilisés pour défendre leur retraite et sont déterminés à poursuivre leurs actions s'ils ne sont pas entendus. Vous le verrez. Avec 38 listes en course aux élections européennes, les panneaux d'affichage prennent beaucoup de place cette année. Pour parler de ce scrutin qui se tiendra samedi prochain au Fénois, nous recevons Éric Minardi, candidat sur la liste du Rassemblement national. Il est notre invité ce soir. Un millier de militaires de 15 pays sont mobilisés pour l'exercice Marara à la Presqu'île. On a pu observer de spectaculaires aéroglisseurs de l'armée japonaise. C'est dans un instant. Une manifestation pour contester le nouveau dispositif compensatoire instauré par l'État concernant les retraites des fonctionnaires d'État. C'était ce matin à l'initiative d'une intersyndicale. Plusieurs étaient réunis. On me dit qu'il y a un petit souci technique. Nous allons partir directement sur les européennes, la virgule que nous ouvrons sans plus tarder, qui est consacrée donc aux élections européennes. Le scrutin des élections européennes se tiendra ce samedi 8 juin au Fénois. La campagne mobilise peu, mais avec 38 listes, les panneaux d'affichage électoral prennent beaucoup de place. Thomas Chabrol. Les panneaux d'affichage ont été installés le 27 mai, date du lancement officiel de la campagne électorale. Pour ces élections européennes, la réglementation exige au moins une série de panneaux par commune. Habituellement, pirés en place dans 12 lieux différents. Mais avec 38 listes en lice, cela prend de la place dans le paysage urbain. Ces panneaux sont les seuls installés et ils occupent un peu plus de 20 mètres sur ce trottoir. En termes de sécurité, mettre 12 panneaux à différents emplacements, ça peut causer un problème en termes de visibilité pour les usagers de la route et aussi pour les affichages sauvages. On a souvent des affiches qui sont dégradées, des vandalismes. Voilà. Pour optimiser l'espace sur ces contreplaqués de 2,44 m par 1,22 m, la commune de Pirée a choisi de les diviser en 4. Il faut respecter ces dimensions pour que chaque candidat, suivant l'arrêté tirage au sort des listes des candidats, puisse mettre leurs affiches. Une grande affiche et une petite affiche. Avec autant de listes, les élections européennes sont un casse-tête pour les petites communes. Au Tuamotu, on n'a pas toujours autant de panneaux disponibles. À Arutua, par exemple, c'est un peu le système D pour trouver le bon emplacement, même si la petite commune a l'habitude d'organiser des élections. Ça fait des frais et ça sent bien dans nos îles, il faut faire la commande, ça n'arrive pas à temps et par rapport aux affiches on ne le sent pas très vite. Il nous reste qu'une semaine pour l'installation. On n'a pas assez suffisant de contreplaqués pour cela. On va juste afficher au bureau de vote sur un muret, quoi. Ça va prendre... À Aroué, les panneaux ne passent pas inaperçus non plus, comme sur ce parking de l'école Aoutourou, où sont systématiquement installés les bureaux de vote, et le long de ce rond-point. Les agents techniques se sont adaptés à l'aménagement urbain, et pour minimiser les coûts des matériaux, les communes recyclent au mieux les panneaux à chaque élection. On a une légère augmentation des coûts sur l'achat des matériels. Par contre, on a effectivement fait du recyclage sur des matériaux. Donc au final, on a un budget, on va dire, convenable par rapport à ce que nous a demandé. Le comble, c'est que bon nombre de ces panneaux resteront pourtant vides. Par principe, il revient aux candidats et leurs équipes de coller les affiches. Seules 13 listes sur 38 ont fait parvenir des documents de propagande électorale en Polynésie française. Et nous recevons tout de suite Éric Minardi, eurodéputé, et candidat également aux prochaines échéances de ces élections européennes pour le Rassemblement national. Éric Yorana. Yorana, et merci TNTV et aux auditeurs qui nous regardent.
Alors vous êtes eurodéputé depuis 2 ans concrètement. Quel rôle avez-vous pu jouer au bénéfice donc de la Polynésie française et quel bilan tirez-vous de ce mandat? Alors, j'ai participé à 5382 votes. J'ai participé, donc j'ai produit 235 amendements. Et je suis intervenu sur 53 questions à la Commission européenne. Le problème, c'est que quand on est député pour l'outre-mer en général. Et que les projets que j'ai pu donc défendre pour la Polynésie française, malheureusement, c'était aussi, disons, au pays de me fournir ces projets. Et ce n'est pas, donc, quelque part, j'ai déjà proposé, on a ici donc des propositions, la route traversière de Faa et à Taravao, par exemple, l'eau potable, l'assainissement, l'université de la mer, l'agriculture, l'élevage, la pêche, et donc l'étude contre la montée des eaux, par exemple, sont des projets finançables par l'Union européenne. Malheureusement, aujourd'hui, il me faut l'aval du pays. Justement, en tant qu'eurodéputé, est-ce que vous avez été souvent sollicité par les autorités du pays pour défendre des dossiers au Parlement européen? Non, quasiment pas. Le seul dossier que l'on a défendu, c'est donc les 3,7 millions pour l'eau potable dans toutes les communes des DOM-TOM. Et donc ici, c'est 3,7 millions. D'ailleurs, il y a 700 millions qui sont déjà arrivés. J'aimerais bien savoir dans quelles communes, où est-ce qu'ils vont être utilisés. Ce serait bien intéressant qu'on nous le dise. Et donc aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que, bon, Moetai Brotherson, normalement j'ai rendez-vous avec lui prochainement pour parler de la route traversière, parce qu'il est très intéressé. Car nous avons des financements transversaux qui font que ces financements pourraient être donc adoptés pour des travaux en Polynésie française. Y en a-t-il d'autres, justement, de projets de cette envergure? Ben, je vous dis, les projets principaux, c'est la route traversière. Vous vous rendez compte ce que ça ferait gagner aux gens de Taravao, écoliers, travailleurs? Ça libérerait des terrains, ça permettrait de créer des logements, et puis même, donc ça servirait à l'agriculture, à l'élevage. Ça, c'est un projet qui a été financé d'ailleurs. Quand on voit la route des Tamarins à La Réunion, elle a coûté 1,3 milliard d'euros. Ça correspond à peu près à la même distance entre Faa et Taravao. Donc je pense que c'est un projet qui serait vraiment intéressant. Et un seul projet comme celui-là, économiquement, nous permettrait de donner du travail aux entreprises et de donner du travail donc à nos jeunes et de développer. Il faut avoir une vision à long terme quand on est un homme politique. Vous êtes à nouveau candidat sur la liste donc, du Rassemblement national qui est en tête des intentions de vote, mais vous êtes en 41e position, donc a priori vous ne serez pas réélu. Ça veut dire que vous avez d'autres priorités finalement? Alors tout d'abord, je suis resté pratiquement 2 ans sans pratiquement revenir. Je suis revenu 3-4 fois, mais j'ai ma famille qui est ici, j'ai mes projets immobiliers qui sont ici aussi. Donc il faut savoir que quand on est député européen à vie. On a un badge qui nous permet de rentrer donc, à Strasbourg, à Bruxelles, au Luxembourg. Donc je peux porter des projets, si bien entendu le pays me soutient dans ces projets, pour les amener au Parlement européen et donc les défendre. J'ai fait la Coupe du Monde de rugby l'année dernière et je me suis fait ami, disons, avec pas mal de gens qui sont de droite, de gauche, aussi des fonctionnaires. Donc je peux amener ces projets-là. À la limite, sans avoir à être en commission budget ou être donc à voter dans l'hémicycle. Ça, je le laisse à mes collègues parlementaires. Il vous reste à peu près 30 secondes. Qu'est-ce que vous voudriez dire à la population, justement, en 30 secondes? Alors, je voudrais dire que cette élection n'est pas une élection locale. C'est une élection nationale. Et que voter Macron aujourd'hui, comme veulent le faire les autonomistes, c'est une erreur. Aujourd'hui, le choix se fait entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et Macron. Et je pense que les Polynésiens l'ont compris et que les autonomistes, disons, devraient me soutenir plutôt que de soutenir, même si Moerani est un garçon formidable et qu'il a, disons, aujourd'hui des compétences pour l'avenir qui peuvent nous intéresser pour le pays, bien entendu. Le 8 juin, on vote la liste Jordan Bardella. Merci. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'être venu sur ce plateau et pour toutes
ces précisions. Une manifestation pour contester donc le nouveau dispositif compensatoire instauré par l'État concernant les retraites des fonctionnaires d'État. C'était ce matin à l'initiative d'une intersyndicale. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies avenue Povana à Opa face donc au commissariat de la République en Polynésie française. Regardez. L'ITR, sorte de surrémunération de retraite des fonctionnaires d'État, est en cours d'extinction progressive depuis 2008. En 2028, c'est fini. Depuis des années, les fonctionnaires d'État tirent la sonnette d'alarme. En avril dernier, l'État a fini par mettre en place un nouveau dispositif compensatoire. Insuffisant, estiment les 5 syndicats de fonctionnaires d'État mobilisés ce matin devant le Haut-Commissariat. Auparavant, avec l'ITR, sur une base de 1000, on partait à la retraite avec 750. Aujourd'hui, avec ce dispositif, sur une base de 1000, on partirait avec 400, voire 450 tout au plus. Donc c'est une mesure qu'on trouve totalement injuste par rapport surtout au fait que de notre point de vue, on est déjà prélevé indexé. Et sur cette base, on demande à toucher une retraite indexée, surtout, et c'est surtout aligné sur le coût de la vie en Polynésie, qu'on sait cher et qui ne cesse d'augmenter. Hein. Voilà, c'est notre revendication aujourd'hui. Avec l'aide des députés et sénateurs du pays, l'intersyndicale tente de convaincre l'État de revoir sa copie à l'appui d'arguments chiffrés et concrets. Pour eux, il ne s'agit pas de défendre des privilèges, mais de réparer une injustice. Fort d'arguments chiffrés, hein, qui peut dire à l'État qu'il pourrait même réaliser des économies en abondant dans notre sens. L'ITR, on n'en parle plus. Nous, on demande juste l'application des règles et du droit. C'est que le calcul de nos retraites se fasse sur le traitement majoré, ce sur quoi on est déjà prélevé. Dans la matinée, une délégation a été reçue par le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, mais l'intersyndicale prévient. Sans nouvelles de l'État dans les 7 jours, elle entamera des actions qui pourront aller jusqu'à une grève générale. Aujourd'hui, au Fénois, près de 6000 fonctionnaires d'État sont actifs et une centaine d'entre eux partent en retraite chaque année. Ils ne sont pas passés inaperçus. À la presqu'île, 2 aéroglisseurs des forces armées japonaises ont débarqué sur le rivage. L'exercice Marara 2024 a débuté le 27 mai et se poursuit jusqu'au 8 juin. 15 nations du Pacifique y participent sous le commandement de l'armée française. Plus de 1000 militaires s'entraînent ensemble. Thomas Chabrol. C'est un engin rapide pour débarquer à la fois des soldats et des engins lourds. La marine japonaise met à disposition des forces armées françaises et américaines 2 véhicules de débarquement à coussin d'air. Dans la baie Phaïton, les militaires simulent une opération de secours suite à une catastrophe naturelle. Le but, c'était de tester notre collaboration avec les engins de débarquement amphibies japonais et de voir si on était capable d'embarquer et de débarquer à partir de ce bâtiment. Ils peuvent transporter une grosse capacité en véhicule ou en personnel. Je crois qu'ils peuvent transporter 40 à 60 tonnes par engin. L'exercice Marara permet de déployer des moyens terrestres, aériens et maritimes à grande échelle, comme ces aéroglisseurs. Sur l'eau, ils peuvent atteindre la vitesse de 90 km/h. Cet entraînement international vise à entretenir une coopération interarmée avec 15 nations partenaires de la région Pacifique. 1 millier de militaires y participent. Pour cette phase de débarquement, ils étaient 150 avec des rôles bien établis. Nous assurons le volet sécurité avec notre unité de police militaire. Nous avons aussi une unité des affaires mortuaires qui peut intervenir au cas où un incident grave venait à se produire et qu'un soldat meurt. Ces militaires s'occuperaient de rapatrier le corps aux États-Unis en toute sécurité. Pendant 15 jours, l'armée française commande l'opération Marara 2024, axée sur le soutien sanitaire en conditions extrêmes. Ces manœuvres logistiques permettent aux pays participants de se préparer à travailler ensemble face à une crise. La première semaine, c'était plutôt pour s'entraîner à la coopération avec nos partenaires, ce qu'on appelle le Force Integration Training. Le but, c'est d'intégrer les partenaires, de comprendre leurs capacités et de voir quelles sont leurs spécificités pour pouvoir mieux travailler ensemble derrière. On construit la force. Des exercices de tir sont aussi programmés la semaine prochaine, ainsi que d'autres phases de débarquement entre Papineau et Totira.
Elle nous avait accueillis dans l'atelier de couture où elle s'était donc entraînée à Punhabia. Naomi Seressia est rentrée hier soir de l'Hexagone. Elle revient avec les 2 médailles remportées au concours des meilleurs apprentis de France dans la catégorie métiers de la mode. Thomas Chabrol. Des couronnes de fleurs pour accueillir et féliciter la jeune couturière talentueuse. À 18 ans, Naomi Seressia est l'une des lauréates du concours des meilleurs apprentis de France. Ses parents, professeurs et les élèves de sa classe n'auraient manqué pour rien au monde son retour. Naomi revient au Fénois avec la médaille d'or au niveau départemental et une médaille d'argent au niveau régional. Ça y est, c'est vrai, j'ai vraiment gagné ces médailles. En fait, c'était pas juste comme ça, elles sont là. C'est certainement ce que je leur dirais, de ne pas avoir peur, d'essayer. De toute façon, on n'a rien à perdre. C'est qui tout double, donc autant tout tenter. L'élève du lycée professionnel de Faa a été récompensé à Nice lors d'une cérémonie il y a 5 jours. La jeune couturière vise désormais le bac pour poursuivre à la rentrée prochaine un BTS métier de la mode à Avignon. Sa famille est fière de son parcours. Très fière, oui, très fière de ma fille, avec son parcours exceptionnel. Je remercie d'ailleurs tous ses professeurs de l'avoir poussée aussi haut, quoi. Je pense qu'elle a trouvé sa voie et j'espère, et on va l'encourager encore plus à continuer à progresser, à faire d'autres concours. Hier soir, dans le hall de l'aéroport de Tahiti, l'heure était aux célébrations. Naomi s'est appliquée pendant 3 mois dès le début de l'année pour s'exercer afin de présenter sa candidature au concours. Ses professeurs ont toujours cru en ses capacités. On a toujours œuvré avec Mme Caporussi dans ce sens-là et toujours travaillé avec les professionnels pour, à un moment donné, pousser les élèves à voir autre chose. Quand on a la volonté et qu'on a envie, peu importe d'où on vient de milieux sociaux, on peut y arriver. Voilà, avec bien sûr le soutien des parents et l'équipe pédagogique. Avec 2 médailles sur son CV, Naomi se crée doucement un réseau professionnel dans la famille des meilleurs apprentis et ouvriers de France. Elle a déjà obtenu un stage dans l'Hexagone. De l'innovation dans le secteur de l'événementiel au Fénois, une application développée à Tahiti permet désormais d'acheter des billets ou encore de payer ses consommations via un bracelet. Si ce système existe déjà à l'étranger, c'est une première ici. Manon nous en dit plus dans la rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la TechZone, la technologie se met au service de l'événementiel. Elle a été développée à Tahiti, elle est gratuite et indépendante des banques. L'application EasyPay permet de faciliter les paiements principalement lors d'événements. Nous sommes allés à la rencontre de ses créateurs. C'est simple, dès que le ticket est vendu, en fait, l'organisateur fournit un bracelet avec une puce électronique dedans que l'utilisateur enregistre sur son compte. Et ensuite, il va recharger de l'argent lui-même dessus, soit de façon tout à fait autonome via une carte qu'il va payer sur l'application, soit il va à la caisse centrale et il peut recharger à ce moment-là en liquide ou en TPE, ou il va sur des bornes de paiement automatiques que nous avons ici. Ensuite, c'est aussi un moyen de paiement principalement pour des cadeaux, en fait, de faire des cagnottes d'anniversaire, de pot de départ, mariage. Et on travaille sur le développement du partage addition pour dans les restaurants. On a besoin au niveau technologique d'une puce sans contact, qu'on appelle NFC. C'est une puce qui a des spécifications bien précises, qui présente les mêmes qualités de sécurité qu'une carte Visa, qu'une Mastercard ou une Amex. Sauf qu'elles arrivent ici blanches au niveau des cartes, et c'est cette même puce que tu peux retrouver dans un bracelet papier, entre guillemets, jetable sur un festival. Mais nous avons décidé aussi de commercialiser des supports, comme le bracelet qui est ici, je peux payer avec ce bracelet, la bague qui est là, je peux payer avec. L'application a été lancée en toute discrétion lors du dernier festival Fénois Live début mai. Si l'organisateur connaissait déjà la technologie d'EasyPay, il se réjouit que la Polynésie puisse enfin en profiter. On va dire, c'est l'évolution, tu vois, l'évolution du numérique, l'évolution qui arrive petit à petit. Et en termes de logistique, comme je te disais, c'est tellement plus simple pour le client comme pour l'organisation, cette façon de mode de paiement. En termes de comptabilité, c'est tellement bien pratique et puis on a toutes les traces en fait.
Et la fonction cagnotte de EasyPay sera par ailleurs bientôt lancée. Une cinquantaine de commerçants du Fénois seraient déjà intéressés. On a pris le parti pris de prendre des cagnottes, mais qui sont dédicacées chez un commerçant. Tu pourrais décider de mettre une cagnotte de 20 ou 30 000 francs dans un magasin de sport que tu auras choisi parce que la personne aura vu un chouette truc qui l'intéressait là-bas. Et en fait, tu es certain qu'il va aller dépenser cet argent là-bas. Et ça, au niveau du commerçant, c'est rassurant. Pour en savoir plus sur cette application Made in Tahiti, rendez-vous sur notre site internet tntvnews.pf. À la semaine prochaine pour une nouvelle ActuTech. En attendant, restez connectés. Et on va, Iloha Ishen et Kyle Tarofo sont les vainqueurs de la Tahoe 2024 qui a rassemblé aujourd'hui 887 rameurs, toutes catégories confondues. Un parcours de 14 km pour les dames et 28 km pour les hommes dans des conditions plutôt calmes. Nous reviendrons plus en détail sur cette course à 2v1 dans notre journal des sports à demain. Et on continue toujours avec les sports et les sports hippiques. La saison hippique justement qui débutera à demain à l'hippodrome de Pirée. C'est un reportage de Désiré Teivao. À l'hippodrome de Pirée, on s'attelle aux derniers préparatifs avant de lancer les chevaux et leurs jockeys sur la piste. Le public pourra assister à 4 courses pour cette première réunion hippique de la saison. Alors la première course qui a lieu à 14h20, c'est la catégorie des petits chevaux locaux, ce qu'on appelle la galopée, sur une distance de 800 mètres au grand galop. La deuxième course, c'est une course de trot attelé avec des chevaux de Nouvelle-Zélande. La troisième course, c'est une course de galop importé, des galopeurs importés pur sang de Nouvelle-Zélande, ainsi que des chevaux pur sang nés ici de parents néo-zélandais. Et en dernière course pour clôturer, l'amble A, qui est une course d'amble de chevaux de Nouvelle-Zélande. Pour les plus joueurs, les paris seront aussi ouverts. Les gens ils sont en transe, comme ils viennent parier sur leurs favoris, ou des fois ils parient juste sur un nom. Par exemple, le cheval il s'appelle Luna del Miel, ils adorent, ils vont parier, et quand le cheval passe devant, ils hurlent, ils sont vraiment en transe. Pour mobiliser au-delà de la communauté hippique, l'artiste Teisho et le groupe Pepena se produiront aussi demain à l'hippodrome en marge des courses. Et je conseille au public de venir à 13h pour déjà commencer à s'installer, commencer à checker pour les paris et passer un bon moment. Rendez-vous donc à partir de 13h pour profiter de la première journée des courses hippiques. Votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas votre magazine de la glisse Waves, suivi à des 40 ans du Top 50. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Encore une fois, excellente soirée sur Tahiti Télévision. Et à demain, à même heure, on se quitte sur ces images du Taupitian 1 et le groupe Manuiva.